Est-ce que l'être humain, est-ce que des aliens, est-ce que le chaos a réussi à s'évader ou simplement à se déplacer dans une autre galaxie? Est-ce que la Voie lactée a pu être quittée par de nombreuses factions? Spoiler alerte, la réponse est oui, on va voir toutes les informations venant de plusieurs livres, de codex et de romans. Je vous ai rechopé toutes les informations que j'ai pu trouver, que ce soit en ligne ou dans les livres que j'ai chez moi. Il y a énormément de sources et vous n'êtes pas prêts parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'informations sur, on va dire, le lore intergalactique. Nous allons voir toutes les théories et les explications que l'on a, car malheureusement, comme d'habitude dans Warhammer 40 000, ou plutôt heureusement, certaines choses restent assez floues et ça nous permet aussi de faire nos propres théories pour comprendre mieux tout cela. Alors accrochez-vous, je vous ai concocté l'une des meilleures vidéos de la chaîne, on va voir tout cela et encore bien plus d'informations dans cette vidéo. Toi, là, oui, toi, citoyen de l'Imperium, as-tu payé ta dîme impériale? Tu n'as pas de Holy Energy dans ton shaker? Alors prépare-toi à subir un exterminatus. Bon, heureusement pour toi, l'empereur est miséricordieux. Mais n'attends plus. Holy, c'est une boisson sans sucre, sans calories, écolo et avec assez de puissance pour te tenir éveillé plus longtemps qu'un Space Marine en croisade. Perso, je tourne au goût Raptor ainsi que le Piranha. C'est la boisson parfaite pour se faire plaisir sans culpabiliser. Si tu es un Space Marine en croisade et que tu fais du sport, la gamme hydratation est pour toi. Si tu es un seigneur de Terra, la gamme Ice Tea. Et si tu es un démon de Slaanesh, la gamme Milkshake. La gamme énergie est remplie de caféine qui sera donc parfait pour purger l'hérétique et du Xeno au nom de l'empereur. N'oubliez surtout pas d'utiliser les codes du Codex Astartes pour bénéficier de réductions. C'est bien meilleur pour la santé que toutes les boissons du marché, et bien moins cher. On arrive à 500 ml pour 80 centimes d'euros la portion, ce qui est assez abusé. Dites merci à l'Imperium. Comme nous le savons, l'humanité a voulu conquérir la galaxie au nom de l'empereur, et même ce dernier a tenté de le faire au nom d'une humanité, d'un empire galactique appelé donc l'Imperium. Malheureusement, la galaxie est bien plus dure à cerner et surtout à contrôler que l'empereur ou n'importe quelle entité aurait pu espérer. Pour la simple et bonne raison qu'il existe de nombreuses factions, des sous-factions, des races aliens, des choses innommables et des choses venant d'autres dimensions, comme les démons. N'oublions pas aussi des divinités qui ne sont pas que des simples idées, mais des puissances omniprésentes, les dieux du chaos par exemple. Sans parler du fait que la galaxie est remplie de guerres absolument partout, des failles warp qui la coupent en deux, des endroits où si vous mettez les pieds sur une planète ou un secteur, vous ne savez pas ce qui se passe, mais d'un coup vos radios cesseront de fonctionner pour je ne sais quelle raison. Et le constat est donc simple et le suivant. La Voie lactée est surpeuplée de menaces. Et même dans un univers comme Warhammer 40 000, cela peut faire peur. Les orques sont en guerre perpétuelle. S'ils n'ont personne à combattre, ils se battront entre eux. Les Eldar sont à la fois intrigants et il faut se méfier d'eux, pour la simple et bonne raison qu'ils sont à l'origine de la naissance d'un dieu, j'ai nommé Slaanesh. Et les tyrannides, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais ils sont extrêmement importants pour notre vidéo aujourd'hui, car nous allons voir qu'ils viennent probablement, avec de très grandes chances, d'une autre galaxie. Et nous avons aussi les Tau, une autre race principale de Warhammer 40 000 qui est en sorte d'expansion, sous couvert de biens suprêmes, alors qu'en réalité ils sont littéralement en train de faire de la propagande à droite à gauche et surtout de cacher les preuves de corruption. Et il y a énormément d'autres factions de Xeno et aussi le chaos, mais ils sont moins présents dans la galaxie actuelle. Le réel problème vient aussi de l'Imperium, car l'Imperium, en toute réalité, il est là pour contrôler la galaxie. Et l'Imperium le fait à base de logistique, de paperasse et d'administration très coûteuse et surtout très impactante. Pour que vous mettiez mieux en perspective ce que je viens de vous dire, imaginez que si vous aviez toutes les informations de cet Imperium sur un ordinateur et vous lanciez toutes les informations, cela ferait planter absolument toutes les machines qui sont reliées à cet ordinateur. Tout brûlerait, tout ce qui est électronique. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de logistique. Et le plus impressionnant, c'est que malgré tout cela, l'Imperium est stagnant. Alors, la question centrale, si l'Imperium est autant stagnant et que les menaces sont aussi constantes, pourquoi est-ce que personne ne part? Est-ce par impossibilité technique ou bien parce que le dehors est bien pire? Est-ce que les autres galaxies sont bien plus dangereuses? N'oublions pas que l'empereur espérait voyager en dehors de cette galaxie pour littéralement contrôler le reste du monde intergalactique. Et le plus fou, c'est que certains chapitres ont réussi à récolter des données venant d'autres galaxies. Et si je vous disais même que certains mondes impériaux, donc des planètes qui appartiennent à l'Empire de l'Humanité,
se trouve dans une autre galaxie. Est-ce que vous me croiriez? C'est le cas. Et on va voir quelques sources maintenant. Je vais vous lire un passage venant du Codex Astra Militarum, donc de la garde impériale de la 8e édition. Ce paragraphe est intitulé « Limite du pouvoir ». En répudiation de la Tactitia Imperium, l'amiral Usurs forma un puissant bloc militaire comprenant sa flotte impériale ainsi que des régiments blindés et d'infanterie de l'Astra Militarum. Les hauts seigneurs de Terra ne peuvent tolérer une telle concentration de force, mais savent qu'assassiner l'amiral pourrait déclencher une guerre civile coûteuse. Usurs est alors envoyé en mission d'exploration au cœur du Golfe intergalactique. Pendant 2 décennies, des rapports parviennent à Terra détaillant la conquête de nouveaux systèmes pour la gloire de l'empereur. Puis, les communications sont interrompues. Aucun contact n'est jamais tenté avec les systèmes mentionnés dans le rapport d'Usurs. On aurait non seulement des planètes qui appartiennent ou appartenaient à l'Imperium dans d'autres endroits, mais aussi des secteurs entiers. Mettez ça en perspective, mais si un simple bloc militaire avec notre cher amiral Usurs a pu faire cela, imaginez une armée ou un chapitre de Space Marine, ce qu'il serait capable de faire. Et la question se pose aussi, pourquoi est-ce que Usurs et toutes ses troupes ont simplement disparu de tous les radars? Pourquoi est-ce qu'ils ne donnent plus de nouvelles alors qu'ils étaient partis pendant 2 décennies et qu'ils faisaient des rapports? Petit à petit, plus aucune nouvelle. Cela fait lever uniquement des nouvelles questions. N'oublions pas que dans la Voie lactée, le warp est lié aux émotions et aux conflits des espèces locales. Mais hors de la galaxie, est-ce que le warp est silencieux ou est-ce qu'il existe? Ou bien est-ce que les dieux du chaos s'étendent absolument partout? Est-ce qu'ils sont alimentés par d'autres civilisations disparues? Il y a une théorie très intéressante qui serait liée aussi aux strates, donc au level de profondeur du warp, comme on l'a dit dans une vidéo précédente. Le warp est fait de plusieurs strates. Mais comprenez bien que chaque strate va rendre l'endroit plus dangereux, littéralement. Mais et s'il n'y avait pas que des strates, mais aussi des sortes de warp de poche pour chaque galaxie? Et que chaque galaxie alimente peut-être d'autres dieux. C'est totalement possible. Et c'est une théorie qui existe depuis des années. Et donc, chaque entité venant d'autres galaxies créerait une nouvelle entité démoniaque devenant un dieu du chaos, avec ses propres pouvoirs, prouesses de combat, ses propres possessions, et surtout ses propres démons. Pour valider encore mes propos, n'oublions pas que les tyrannides devraient venir d'une autre galaxie. C'est ce qui fait le plus sens par rapport à leur histoire. Donc, ça prouve quand même qu'il y a de la vie en dehors de la galaxie de la Voie lactée. Mais alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de fuir, ces derniers? N'oublions pas qu'il y a une autre raison pour laquelle l'Imperium ne part pas de la Voie lactée, et cette raison est assez sombre. L'Astronomicon, le phare, la lumière que l'empereur a créée avec son essence psychique à l'intérieur de la dimension des démons, le Warp, cet Astronomicon, qui agit comme un phare de lumière pour tous les vaisseaux qui se trouvent dans la dimension des démons pour voyager, ne s'étend qu'à 70 000 années-lumière, donc 70 000 années-lumière. Hors de cette portée, les navigateurs deviennent totalement aveugles. Donc le seul moyen d'aller dans l'autre galaxie, ce serait de manière totalement normale, sans saut dans le warp. Mais il y aurait sans doute des moyens pour aller rapidement dans une autre galaxie, avec entre autres certaines technologies de l'âge sombre de la technologie. Mais comme on le sait, c'est un âge qui date il y a longtemps, une période très très compliquée de l'Imperium, où sincèrement je ne pense pas que ces derniers veulent retourner. Et la plupart des reliques de cette période ont tout simplement disparu. Mais comme nous le savons, il existe aussi des technologies comme la technologie des Nécrons qui permet littéralement de voyager dans le temps. Alors, est-ce que les Nécrons pourraient rapidement aller dans une autre galaxie? Eh bien, je pense que oui. S'ils sont capables de voyager dans le temps, je pense qu'ils sont capables de voyager de manière intergalactique. Une autre théorie très intéressante vient du fait que peut-être d'autres civilisations, comme par exemple les orques, sont déjà dans une autre galaxie. Après tout, les orques meurent et vont infester les planètes grâce à leurs spores. Tant que leurs spores survivent, les orques pourront continuer de s'accroître en nombre. Ce qui pourrait faire qu'ils sont en toute logique l'une des factions les plus prolifiques et surtout celle qui a le plus de chances de devenir la faction la plus puissante intergalactiquement parlant. Et il y a une faction, ou plutôt des dieux, qu'on sait qu'ils ont directement voyagé dans plusieurs galaxies. Et ces derniers sont les Cthans, ceux qui ont rendu en esclavage les Nécrontyres et qui ont transformé les feux Nécrontyres devenus Nécrons. Petit rappel, ils mangeaient les étoiles, ils s'en nourrissaient. On pourrait donc imaginer qu'après avoir dévoré de nombreuses galaxies, ils se sont déplacés par ici pour cette même raison. Donc cela confirme encore la possibilité que les Nécrons pourraient rapidement utiliser les Cthans
Et oui, on parle de l'esclave qui a rendu esclave son maître, ils les ont rendus à un niveau d'esclavagisme ridiculement atroce, et grâce à eux, ils pourraient probablement voyager dans d'autres galaxies. J'aimerais vous lire un passage de l'Hérésie d'Horus, le tome 5, appelé La Tempête. Ce n'est pas le roman, mais l'ancien livre de règles venant de Forge World. Je vais vous lire un passage important. L'ancien Tyrannus était un dreadnought de type Contemptor du 8e chapitre des Ultramarines. Né sur Terra, il fut incorporé parmi les troupes de la ruche Midiafrique, vers la fin de la campagne de l'Empereur visant à unifier Terra en vue de la Grande Croisade. Il servit durant les premières décennies de la Grande Croisade avant d'être nommé à la tête de sa légion, engagée dans la première expédition Magellan. Tyrannus fut l'un des rares à revenir de cette aventure vouée à l'échec, bien qu'il ait subi de si terribles blessures que seule son inhumation dans le sarcophage blindé d'un dreadnought le sauva de la mort. La configuration Cal fut la première campagne de Tyrannus depuis plus de 10 ans, après avoir été maintenu en stase pendant de nombreuses années. Ayant retrouvé toute sa puissance seulement 10 heures avant la trahison des Worldbearers, il s'est battu avec une détermination acharnée tout au long de la bataille de Calv, et a joué un rôle déterminant dans la défaite d'une importante force de Worldbearers attaquant les ports d'Arcologie 15. Alors déjà, qu'est-ce que cela signifie? Parce que peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que je vous lis ce passage, mais il faut savoir que notre cher Contemptor ici a survécu à la flotte Magellan, littéralement, totalement inspiré de Magellan, il n'y a aucun doute là-dessus. Et qu'est-ce que c'est la flotte Magellan, ou plutôt l'expédition Magellan? Eh bien, c'est un endroit qui s'appelle le nuage Magellan. Et il y en a un qui est une version petite et une version plus large. Ce qu'il faut savoir sur cet endroit, c'est qu'il se trouve à des centaines de milliers d'années-lumière de notre galaxie. Précisément, notre galaxie fait un diamètre de 105 700 années-lumière, en tout cas dans 40 000, et le premier et plus large nuage Magellan était à 163 000 années-lumière de notre galaxie. Le second, le plus petit, à 206 000 années-lumière. Donc ouais, on a un Dreadnought Contemptor qui s'est retrouvé directement, ou plutôt c'était un Space Marine à la base, qui s'est retrouvé à des centaines de milliers d'années-lumière de notre galaxie. Voilà, maintenant vous aurez une information assez stylée à sortir durant vos tournois et vos batailles de Warhammer. Bon, il y a évidemment eu d'autres moments où l'Imperium a tenté directement de s'échapper de la galaxie, ou plutôt de se propager à travers d'autres galaxies. Il y aurait des mondes artificiels, comme un monde appelé Repentance, qui serait situé en dehors du noyau galactique. On aurait des chapitres de Space Marine qui ont des archives qu'ils ont conservées venant d'autres galaxies, entre autres les Blood Ravens et les Marine Errants. Tramas allait devenir l'un des plus fervents défenseurs de l'Imperium dans la Frange orientale, et le centre d'innombrables campagnes lancées dans le vide obscur au-delà des confins de la galaxie. Son importance pour la Grande Croisade était telle que l'Empereur en personne y posa un jour le pied, marquant une brève pause lors de la poursuite de la 8e expédition extragalactique et de l'assaut contre l'ancien Méganie de Créé sur Gorgoron, où aucune lumière n'avait jamais brillé. Et c'est loin d'être le seul moment où l'Empereur, ou plutôt d'autres Space Marines, ont été très proches, ou même dans l'autre galaxie. Voyons voir la suite. Nous pouvons en ignorer beaucoup, dit Kankaro, car il ne représente que des intérêts commerciaux d'une sorte ou d'une autre. Il en reste un que nous pouvons certainement éliminer, car l'emblème servait d'étendard aux marchands rogues Us, arborant chaque vaisseau de la désastreuse expédition magellanique. Plusieurs officiers de Karsaro hochèrent la tête à l'évocation de cette maudite entreprise, que plusieurs maîtres de chapitre Space Marine s'étaient élevés contre elle sans grand succès. Encore une fois, cette expédition magellanique est considérée comme quelque chose de très sombre qui n'aurait jamais dû arriver. De plus, c'est quelque chose qui aura été retenté par la suite, dans le sens où il y a de nombreux autres cas où l'Imperium va tenter d'aller ailleurs, dans une galaxie lointaine, très loin, j'avais pas le choix. Messieurs dames, vous êtes environ 50% sur cette chaîne à la regarder sans être abonné. Et ça, l'Inquisition ne va pas aimer. Alors ne faites pas les timides. Cliquez sur le bouton abonnez-vous tout de suite avant qu'on vienne vous chercher. C'est bon? Merci. Maintenant on peut continuer. Cependant, en coulisses, les navigateurs de la maison Mercator sont en proie à une folie que peu d'autres peuvent imaginer. Il y a des générations, un novateur du nom de Magulax déclara qu'il tracerait une route hors de la galaxie vers l'une des nombreuses galaxies naines plus petites en orbite autour d'elle, et y établirait son propre empire stellaire au nom de l'empereur dieu de l'humanité. Magulax fut dénoncé comme un imbécile et un fou par les navigateurs de nombreuses autres maisons, et la clameur fut si forte que le Pater Nova lui-même fut contraint d'intervenir et d'interdire à la maison Mercator de tenter une entreprise aussi insensée. En réponse, Magulax renonça à son rang et disparut avec d'importantes sommes de richesses de sa maison.
En réalité, le problème des campagnes intergalactiques, c'est qu'elles sont très étonnantes, et surtout beaucoup de gens très ambitieux vont tenter d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Le problème, c'est que cela ne se passe jamais comme prévu, et il y a de nombreuses pertes, en termes logistiques c'est très coûteux, et c'est pour ça que beaucoup de gens sont contre. Sans parler que dans la plupart des cas, ça n'a pas forcément une réelle utilité à l'Imperium, car il doit déjà gérer le bordel qu'il y a dans la galaxie actuelle. Quel est l'intérêt d'encore s'étendre si on doit protéger encore plus d'endroits? Soyons honnêtes, mais l'Imperium a déjà du mal à protéger ses propres citoyens actuellement. Et je vous avais parlé d'autres Space Marines qui avaient un lien avec d'autres galaxies, voyons voir un cas avec des Space Wolves. Svengar, aussi connu sous le nom de Svengar le Rouge, était un membre des Space Wolves. À la recherche de son primarque disparu, Svengar et ses hommes se retrouvent transportés bien au-delà des confins de la galaxie, au-delà même des étoiles fantômes. Donc, des Space Marines, des Space Wolves ont cherché le primarque Leman-Russ en dehors de la galaxie, tellement ils voulaient retrouver leur père génétique. Et ce sera probablement une chose qui arrivera de plus en plus avec les autres chapitres de Space Marine actuels. Et si je vous disais qu'on a une information très poussée sur la toile, et cela vient directement d'un des codex. Pour ceux ignorant ce qu'est la toile, c'est l'endroit, une sorte de dimension de poche, que les Eldar, les Aeldari, les Drukhari, les Arlequins vont utiliser pour voyager rapidement. Et c'est un endroit beaucoup plus sûr que le Warp, c'est pour ça qu'ils préfèrent utiliser cette dimension de poche. Une dimension qui, en toute logique, serait dans les strates très profondes du Warp, plus ou moins protégée et cachée. Et il est dit, la toile s'étendait autrefois à travers toute la galaxie, s'étendant même jusqu'au-delà. Cette époque est révolue. Cela signifie qu'il y avait, avec de fortes possibilités, des Aeldari dans d'autres galaxies. On sait que les Exodites et certains autres ont tenté de s'échapper de la galaxie et surtout d'échapper à Slaanesh et à tout le bordel que le chaos a créé. Et si certains avaient réussi grâce à la toile à aller tellement loin qu'on ne les retrouvera probablement jamais? Eh bien, c'est une théorie totalement possible grâce au lore actuel. Il y a des millénaires, une sonde fut envoyée depuis Terra, avec pour mission d'explorer les confins de la galaxie. Après 14 000 ans de dérive, la sonde émet encore de faibles signaux. Et à la consternation des technoprêtres impériaux qui les surveillent, nombre d'entre eux sont identifiés comme orques. La conclusion déprimante pour l'humanité est la suivante. Où qu'elle voyage dans l'espace, il y a de fortes chances que les orques soient arrivés les premiers, ou qu'ils ne tardent pas à arriver. Cela confirme ma théorie sur le fait que les orques sont absolument partout. Il est impossible que les orques ne se soient pas étendus en dehors de la galaxie, pour la simple et bonne raison qu'ils sont toujours partout où on envoie des choses pour les scanner. Et c'est assez impressionnant. N'oublions pas qu'il y a aussi un rôle très politique aux expéditions extragalactiques. Certaines peuvent servir de décharge pour les ambitions gênantes. Si un amiral est trop puissant, comme on l'a vu, il peut être envoyé pour être sacrifié. Cela évite d'avoir des problèmes avec des supérieurs. N'oublions pas aussi que les Nécrons, comme je l'ai dit, ont de nombreuses technologies, mais vu qu'ils savent contrôler la matière, ils pourraient aussi probablement se téléporter directement dans une autre galaxie. C'est aussi une possibilité. D'après certaines légendes au sein de l'Imperium, il y aurait aussi ce que l'on appelle des mimiques, des créatures capables de changer de forme un peu comme les changelins, donc reproduisant ce que les démons sont capables de faire, et ces créatures appelées les mimiques seraient capables de changer de forme à volonté, et de recopier votre frère, votre mère, votre sœur, ou même directement des cousins éloignés, etc. Et il est possible qu'un mimique copie par exemple un primarque. Donc peut-être que certains Space Marines, comme Sven, qu'on a vu, le Space Wolf qui était allé avec son équipe, probablement une escouade, dans l'autre galaxie, l'ont fait parce qu'ils ont croisé peut-être un Leman-Russ ou quelque chose qui y ressemblait, mais c'était simplement une copie. Et cela ouvre aussi la possibilité d'avoir un futur primarque qui arrivera, mais en réalité, c'est un alien qui le copie. Et ça risque de faire des choses très intéressantes au niveau du lore. Ça pourrait bousculer la politique, mais totalement, et l'Imperium finirait anéanti. Nous connaissons le Dévoreur depuis longtemps. Tandis que la majorité des Nécrons dormaient depuis des éons, Sa Majesté Sarek, le roi silencieux, voyageait au-delà des frontières de cette galaxie. Il fut témoin de choses indicibles, impossibles à exprimer dans notre noble langue, ni dans aucune autre. Les plus redoutables de tous ces ennemis extragalactiques étaient les Tyrannides. Cela implique, comme j'ai pu le dire précédemment, j'avoue que je savais un petit peu qu'il y avait cette phrase qui allait arriver, que les Nécrons sont capables d'aller dans d'autres galaxies. En tout cas, Sarek semblerait être allé directement dans une autre galaxie où il aurait croisé les Tyrannides, et il serait revenu pour prévenir sa race avant que tout ça explose. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les Nécrons, attention, je précise bien les Nécrons plus standards, sur est-ce qu'ils sont partis dans d'autres galaxies. Par contre, Sarek oui, mais je le maintiens,
Sarek, c'est forcément un personnage un peu plus important et intéressant il ne représente d'ailleurs pas toute la faction Necron, je trouve. Il est un peu plus poussé. Zaezutra. Il a disparu juste après la chute et on n'a plus entendu parler de lui depuis. Certains disent qu'il a traversé la voie galactique, d'autres qu'il a été détruit ou dévoré par le Grand Abîme. Zaezutra est un mythe. On a donc un héros des Eldar qui serait probablement parti comme je l'ai dit dans ma théorie précédente, et peut-être qu'il n'est pas parti tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Les Eldar sont l'une des factions qui étaient les plus puissantes. Ils contrôlaient la galaxie pendant des millions d'années. Et pourtant, maintenant, ils ne sont plus du tout à la hauteur face à l'Imperium et les autres factions. Dieu des étoiles et soleil cannibale. Des légions sans âme et issues du Warp, plus monstrueuses que n'importe quelle intelligence abominable. Des machines qui dévoraient des mondes entiers pour se nourrir. Et des entités vampiriques qui drainaient l'énergie des étoiles. Des canons capables de fondre la réalité d'un seul coup. Fabius sourit. Une guerre qui a ravagé toutes les galaxies de l'univers. Une guerre dont notre existence ne s'est pas encore remise. C'est glorieux d'y penser, n'est-ce pas? Ici, Fabius semble parler d'Ectan, et peut-être même d'une autre race alien, j'en doute en toute sincérité, mais il semble parler d'Ectan. Mais n'oublions pas que dans Warhammer 40 000, il y a tellement de factions et de races, qui ne sont d'ailleurs pas forcément jouables en tant que figurines, ou même qui sont dans le lore actuel comme des factions principales, que cela est possible, simplement qu'il s'agisse d'une faction qui n'a pas été encore travaillée. On a des chances aussi prochainement d'avoir une nouvelle faction jouable dans Warhammer 40 000, dont on parlera une autre fois. Une telle chose n'avait pas de nom. À quoi pouvait bien servir un être qui avait donné naissance à des civilisations entières, puis les avait anéanties sur un coup de tête? Elle régnait dans la galaxie depuis des millions d'années avant que l'humanité ne soit un souffle dans la bouche du Créateur, n'ait bu le cœur des étoiles et ne soit vénéré comme un dieu dans mille galaxies. Chaque rayon de lumière arraché à l'étoile qui déversait sa puissance sur le vaisseau réduisait sa durée de vie de 100 000 ans. Mais les occupants du vaisseau ne se souciaient pas que sa mort entraînerait l'extinction de tout être vivant dans le système. Des galaxies avaient vécu et disparu sur ordre de leur maître. Des royaumes stellaires entiers avaient été anéantis pour leur plaisir. Et des races entières avaient été créées pour servir de jouets. Qu'importait le sort d'un système stellaire insignifiant à des aides d'une telle puissance? Cet extrait vient du livre d'Uriel Ventris, Nightbringer, qui est le premier livre de la série que je vous conseille, qui est un des livres que je préfère de Warhammer 40 000 et qui m'a fait tomber amoureux des ultramarines en toute sincérité. Je trouve que c'est un chapitre bien plus intéressant et bien plus poussé en termes de lore que la plupart des autres chapitres et qui est souvent boudé, honnêtement, pour de mauvaises raisons. Je peux vous assurer que si vous lisiez les livres de Uriel Ventris, des ultramarines, etc., vous avez de fortes chances de changer d'avis et de les voir d'une manière un peu plus positive. Je détestais ce chapitre et maintenant je les adore, grâce à principalement ce genre d'informations venant de ces livres-là. Je tiens aussi à préciser que si les Ktans ont réussi à voyager dans d'autres galaxies, n'oublions pas que les anciens l'ont aussi fait. Les anciens, c'est ceux qui ont créé la toile et qui ont créé les Aeldari et qui ont aussi créé les orques. C'est très important, c'est l'une des races qui n'existe plus, qui littéralement a créé tout ce qui existe presque actuellement. Quel que soit leur nom, ils ont traversé notre galaxie il y a des millions d'années. Être quasi divins, ils sculptaient la matière de l'univers selon leurs désirs grâce à une technologie bien au-delà de l'imaginable. Ils sont venus ici, espérant peut-être recommencer le processus, repousser les limites de cet inoffensif amas spiralé de systèmes stellaires. Ils pensaient relier l'univers entier par des passerelles de galaxies nouvellement façonnées, qu'ils construiraient à partir des matériaux bruts dispersés par la création de l'espace-temps lui-même. Et si je vous disais qu'il était possible d'utiliser la puissance d'autres galaxies comme des armes? Un point brillant, rayonnant d'une telle puissance que l'être transcendant se plia presque en deux dans un désir ardent, lança un flux de matière comprimée qui contenait le tourbillon de galaxies depuis longtemps englouties. Ici encore une fois, il s'agit du Nightbringer, une écharde Ktane, qui est ici face à notre très cher Trazyn et à notre très cher Orican. Silvercrystal est une curiosité. Il a parcouru des chemins étranges. Certains disent au-delà des étoiles du halo et dans les ténèbres les plus profondes. Et à son retour, il a raconté des histoires encore plus étranges. Son langage était devenu aussi déformé que son corps. Et on rapportait que des pactes avaient été conclus au sein des cœurs démoniaques pour consumer son essence suite à un acte indéterminé, léger ou orgueilleux. Cela n'a jamais été prouvé, pas même par les plus grands prêtres du dieu. Mais quelque chose s'était bel et bien produit, car Silvercrystal retira son armure, prit la cape usée de pèlerin et ne quitta plus jamais la planète de la peste. On a carrément des Deathguard qui ont réussi à sortir de la galaxie et qui potentiellement ont trouvé d'autres dieux du chaos et créé de nouveaux pactes avec des entités qu'on ne connaît même pas et qu'on ne peut même pas citer. Et d'après les prêtres de la Deathguard, ils ne seraient même pas au courant, les dieux du chaos de la dimension
ou plutôt de la Voie lactée, ne seraient même pas au courant des potentiels pactes qui pourraient se faire là-bas. C'est assez fou. L'armure était ternie, marbrée et tachetée, comme si ces molécules mêmes étaient malades. La silhouette possédait 2 bras et 2 jambes, pourtant tordues comme des crabes. L'armure était entièrement constituée de segments d'anneaux, une carapace flexible d'anneaux étroits et articulés, différente de tout ce que Biff se souvenait avoir étudié dans les écritures. Le casque était un dôme aplati, sans particularité, hormis quelques décolorations. Tandis qu'un frère de bataille tenait les épaules annulaires de l'étrange combinaison, un autre s'efforçait de détacher ce casque en douceur. Il ne bougeait pas. D'un tour de force, le frère arracha le casque, libérant un souvenir poussiéreux d'une décomposition révolue, et exposant une large tête basse et noueuse, semblable à celle d'une tortue, parcheminée d'une peau brune et tannée, tout à fait momifiée, dans le sarcophage de la combinaison. Les yeux s'étaient desséchés et n'étaient plus que de minuscules boutons sur des fils. Le lieutenant a testé un échantillon de peau avec l'antiquariomètre de sa sacoche à outils. La mesure du carbone 14 donne une estimation de 14 000 ans, plus ou moins 2000. Des éons depuis. Dans une autre galaxie, bien avant que le vaisseau mollusque ait commencé sa traversée des profondeurs, un sentiment de crainte s'empara des Fistes. Le gantelet à bande de l'extraterrestre serait toujours comme une griffe, un pistolet de conception alambiqué fait d'un matériau en céramique, comme dans cette galaxie, ainsi que dans d'autres lointaines. La mort était la monnaie d'échange, semblait-il. Ici, un Space Marine, un Imperial Fist, est en train de disséquer ou d'observer une créature venant d'un vaisseau mollusque. Ce n'est pas un tyrannide car la manière dont c'est décrit, ça ne ressemble pas forcément à des tyrannides qu'on connaît, mais pourtant, cela a une similitude, on va dire. Attention, je mets quand même avec des guillemets ce livre parce qu'il est considéré comme non canon. Alors, ça c'est à vous de voir, c'est très compliqué le côté canon ou est-ce que c'est factuellement du lore actuel. Étant donné que c'est un livre qui est sorti, je trouve ça bête de dire que c'est pas une information importante. Pour moi, ça reste une information qui est là, mais qui n'est pas forcément vraie, simplement. Imaginons que c'est simplement une sorte de propagande. Ou peut-être qu'il est plus canon, car justement, l'empereur ne veut pas que nous sachions ces informations. J'ai une autre information venant d'une de mes séries de livres préférées, Uriel Ventris, Ciel mort, soleil noir, qui est très très grotesque. Voyons par ça. C'est un cri d'appel, dit-il. Pausanias et Léonide le regardèrent d'un air étrange, tandis que le rugissement du démon cessait, et que la voile fragile de la réalité se déchirait dans un effroyable bruit de déchirure, comme de la viande déchirée. Une brèche noire s'ouvrit dans les murs séparant les réalités, emplissant l'air d'une électricité statique écœurante, comme si 1 million de mouches nocives avaient surgi d'une dimension pestilentielle. Une terrible révélation submergea Uriel, tandis qu'il contemplait le portail ouvert dans les structures de l'univers. Il vit des galaxies de milliards et de milliards d'âmes récoltées, et donné en pâture au Seigneur des crânes, le dieu du sang. Miséricorde de l'empereur, pleura Uriel, sentant ses morts se loger comme une écharpe dans son cœur. Une vie nouvelle et un nouveau but avaient autrefois rempli ces galaxies. Désormais, tout n'était que mort, massacré pour assouvir la faim du dieu du sang, dont le nom maudit était une sombre présence tachant les vents cuivrés qui soufflaient du portail, une puanteur d'un rouge profond, dont le but n'était incarné que par une seule rune et une légende de simple dévotion. Du sang, pour le dieu du sang. Corne, corne, corne. Alors, cela va contredire certaines choses que l'on a dit précédemment, principalement, est-ce que les dieux du chaos peuvent se nourrir d'autres galaxies? Alors, c'est possible, comme on l'a dit. Peut-être qu'il y a d'autres dieux, peut-être que ces dieux-là sont aussi dans les autres galaxies. Mais, on sait aussi que les dieux ont tendance à corrompre les gens et surtout à leur faire voir ce qu'ils veulent voir. Et si ici, Korn voulait faire croire à Uriel Ventris, l'un des personnages Space Marine les plus importants et les plus puissants, surtout très embêtant pour les dieux du chaos, s'il avait voulu lui faire peur en lui montrant un portail rempli d'autres galaxies, eh ben, il a réussi. Donc, c'est aussi ça qui fait que on ne sait pas exactement comment se situer par rapport à ces informations-là. C'est pour ça que c'est plus un 50-50 sur tout ce qu'on a vu. Je vous laisse évidemment théoriser de ça. Mais parlons d'un autre chapitre très important qui a eu un petit voyage assez intéressant. Cette période de retraite forcée dura jusqu'en 710, 914.M41, lorsque le chapitre des Marines errantes répondit à l'appel des Firehawks en renfort. Ce faisant, les Marines errantes détournèrent une force considérable de 6 compagnies et une flotte de vaisseaux de soutien de leurs préparatifs en vue d'une croisade extragalactique, afin de venir en aide à leurs frères Astartes, bien que leur motivation précise reste obscure. On sait que les Marines errantes voulaient aller dans une autre galaxie, enfin, ils s'étaient préparés pour le faire, mais on ne sait pas s'ils l'ont réellement fait. Ou du moins, je pense que oui. Et ça, c'est que ma théorie. Voyons voir une autre source avec des Space Marines qui sont allés ailleurs.
La boîte métallique était délicatement gravée de motifs astrologiques. On y trouvait des glyphes dans une langue qu'il n'avait jamais vue auparavant, ainsi qu'un motif complexe de gris et d'ellipses. Il utilisa une de ses lentilles pour regarder de plus près et réalisa que les lignes représentaient des étoiles de système de toute taille et de toute forme. Mais aucune ne lui était familière. « As-tu été forgé dans une autre galaxie » demanda-t-il en traçant les motifs du doigt. Le métal vrombissait et grinçait à son contact, projetant des étincelles dans l'obscurité. Le Nécron ajusta le prisme pour réfracter les rayons colorés du projecteur au centre du cercueil, diffusant des lumières sur les murs. La conception de la boîte était différente de celle des cercueils extérieurs. Elle semblait dépourvue de tout ornement, hormis le projecteur circulaire, jusqu'à ce que la vue perçante de Méphiston distingue des fins symboles xéno gravés dans le boîtier métallique. Méphiston savait qu'il avait déjà vu un tel appareil. Son esprit retourna au livre de son librarius. Il se souvint de ses collections les plus ésotériques et les plus anciennes, celles qui traitaient d'artefacts provenant d'autres galaxies, des objets si mystérieux qu'ils pouvaient manipuler les dimensions par eux-mêmes, altérant les perceptions et la physique sans recourir au courant perfide du warp. La mémoire infaillible de Méphiston le guida vers la page qu'il cherchait. Un schéma effacé de l'objet préhistorique maintenant devant lui. Un orchestre, dit-il, incapable de contenir sa surprise. Comme on peut voir, il est tombé sur un autre objet extragalactique. Et surtout, il se rappelle que dans ses livres de son librarium, dans son librarius, ça a plusieurs noms, il y avait directement des informations venant d'autres objets extragalactiques. Et probablement qu'on a donc d'autres chapitres Space Marine qu'on ne connaît pas encore, qui sont aussi allés dans la galaxie à côté, ou l'une des galaxies à côté, pour retrouver des objets, et qu'ils ont simplement fait des rapports dessus. Et peut-être qu'ils ont perdu les rapports ou qu'ils les ont envoyés avant d'eux-mêmes disparaître. Au final, partir de la galaxie n'apporterait rien à l'humanité. Car partout où l'humanité tourne le regard, ils finissent toujours par trouver pire. La Voie lactée est donc une zone de guerre constante, mais au moins on connaît ses dangers. Après tout, il vaut mieux l'horreur qu'on connaît que l'inconnu qui attend dans le noir. S'il vous plaît, ne sortez pas cette phrase de son contexte. S'il vous plaît. Si vous êtes encore là, écrivez F, la Voie lactée en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes 50% de la chaîne à ne pas être abonné à la regarder. N'oubliez pas aussi, si vous voulez soutenir notre travail et nous permettre de faire beaucoup de vidéos aussi souvent, checkez le lien dans la description ainsi que le commentaire épinglé et le QR code à l'écran pour Holy Energy. C'est des boissons plus saines pour la santé, moins chères que celles du marché, et donc évidemment mieux pour votre santé et votre corps. Si vous voulez un corps de Space Marine, c'est le meilleur moyen de l'obtenir, évidemment. Un immense merci à celles et ceux qui passent par nos liens en description, ainsi que dans le commentaire épinglé. Grâce à vous, cette chaîne existe. Chaque achat via nos liens vous fait des réductions et nous fait toucher un petit pourcentage. Alors merci à tous. Prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. J'adore le fromage. L'empereur protège. Ave Imperator. Let's go.